Bonsoir, chers amis francophones. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis un passionné de l'histoire. L'histoire m'a toujours plu. À l'école, j'avais toujours des bonnes notes en histoire. Ce n'était pas la même chose pour les maths et encore moins pour la gymnastique. Mais l'histoire me passionnait. Que ce soit l'histoire de France, l'histoire d'Espagne, de n'importe quel pays, principalement des deux que je vous cite. Disons aussi que l'histoire officielle, on dit qu'elle est écrite par le vainqueur, ou pour tout au moins celui qui est au pouvoir. Cela fait par exemple qu'actuellement, dans les pays d'Europe en général, les bons sont les démocrates, les libéraux, même les communards, les socialistes. Et les mauvais, les méchants, ce sont les nazis, les fascistes. Et tout cela pourquoi? Bien simplement parce qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale que les uns ont gagné et les autres ont perdu. Il y a eu des exceptions. Par exemple, en Espagne, jusqu'en 1975, les méchants étaient les républicains, les communistes, les socialistes, les francs-maçons, et les bons, bien, ceux qui étaient pour le régime. En 1975, monsieur le général Franco meurt. Il faut démocratiser parce que naturellement le pays, et actuellement nous avons une mémoire, une loi de mémoire historique en Espagne, démocratique, qui vous présente le général Franco presque comme le diable. Voyez-vous, la chose a changé. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? Bien, je vais vous expliquer. Par exemple, il y a que simplement, l'État, les pays, les nations se constituent comme un État. Les États peuvent être un État démocratique, un État totalitaire, comme l'Union soviétique, comme la Chine populaire, comme la Corée du Nord, comme même la République de Cuba, comme même était l'Espagne du général Franco dans la première époque, ou autoritaire, ce qui a été après la Deuxième Guerre mondiale, ça a maintenu la paraphernalie de l'État phalangiste, mais pratiquement ça passait plus un État autoritaire. Autoritaire ou un État démocratique. C'était forme d'État. Bon. Comme forme de gouvernement, il n'y a que deux formes de gouvernement. Bien. Ce sont la République, une forme républicaine. Une république peut être une république unitaire, presque comme la France, la 4e République ou la 3e République.
hein, au fédéral, comme l'Allemagne, hein, comme les États-Unis, hein, une forme semi-présidentielle, comme par exemple la France, mais hein, président, ça peut être présidentiel, parlementaire, bon, il y a plusieurs, mais bon, voilà. Ça c'est la République et une forme et l'autre, c'est la monarchie. Hein. La République, la monarchie peut être absolue, constitutionnelle parlementaire. Aujourd'hui, il faut dire que presque toutes les monarchies, même celles qui sont de fait absolues, se déclarent tous constitutionnelles. Il y a simplement ces deux formes. Dans ces deux formes de république ou de monarchie, vous pouvez avoir un État démocratique, totalitaire, autoritaire, etc. Bon. Ah. Il y a eu une exception qui s'est produite en Espagne avec la guerre civile, et en France avec l'invasion allemande de 1940. L'État espagnol et l'État français. L'État espagnol du général Franco s'est constitué en juillet 1936 avec le déclenchement de la guerre civile. Une partie s'est soulevée contre le gouvernement, pas seulement contre la République. Attention, il y a un grand mensonge dans cela. Mais surtout contre le gouvernement du Front populaire. Parce que les premières déclarations d'état de guerre, de rébellion contre le gouvernement du Front populaire espagnol, s'est faite avec le drapeau républicain espagnol, qui était le drapeau légal de l'Espagne à partir de 1931, quand la République s'est proclamée, le 14 avril 1931. Et cela a fait que l'armée qui s'est sauvée, se sont, eux, substitués au gouvernement légal du Front populaire. Il s'est constitué une junte militaire qui s'appelait Junte de défense nationale, qui s'est installée à la ville de Burgos. Bon. Au bout de 2 ou 3 mois, cette junte a désigné le général Francisco Franco Bahamonde, comme chef du gouvernement espagnol, du gouvernement à eux. Bon. Mais immédiatement, cette nomination chef du gouvernement de l'État, attendez, je dois vous préciser, hein, chef du gouvernement, hein, de l'État espagnol. Bon. La République, le nom de République disparaît. Mais non plus, ça ne déclare pas que ce soit que l'Espagne redevienne une monarchie. Il faut dire aussi que les monarchistes, aussi bien ceux qui suivaient le dernier roi qu'il y avait eu en Espagne, le roi Alphonse XIII, comme ceux qui étaient partisans
d'une autre branche, appelée branche carliste ou légitimiste, défenseur de la loi salique, ou semi-salique, qui suivait un frère du roi Ferdinand VII, un oncle de celle qui est connue comme la reine Isabelle II, qui était une alliole, la grand-mère, c'est la grand-mère du roi Alphonse XIII. Et c'était les partisans d'une femme d'un enfant Charles, qui suivait là. Et naturellement, cela appuyait le soulèvement des adversaires du Front populaire espagnol. Bien. Mais le soulèvement ne se déclarait, il voulait simplement, c'était le combat contre le Front populaire, contre le communisme, contre le bolchevisme, etc., etc. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique anticléricale, anti-religieuse, anti-même espagnole du Front populaire. Mais ça s'est fait avec beaucoup de fois, avec le drapeau, disons, républicain. Bon, ça en principe. Le 1er octobre, Franco à Burgos prend possession de sa charge de chef de gouvernement de l'État espagnol. Mais en même temps, avec une petite manœuvre de son frère aîné, qui s'appelait Nicolas, qui l'a envoyé à Lisbonne comme ambassadeur, parce que le Portugal de Salazar immédiatement a reconnu à cette junte des soulevés comme le gouvernement légitime de l'Espagne d'envoyer là-bas. Ce monsieur a fait une main et il a converti pratiquement à son frère comme le chef de l'État. Il s'est converti comme chef de l'État. Mais je ne dirais pas. Ce n'est que en 1947, déjà fini la Deuxième Guerre mondiale, qu'à travers d'une loi de succession, qui le nommait à lui à titre chef d'État à vie, qu'il déclarait et même lui donnait la possibilité, la faculté de pouvoir désigner son successeur, un successeur qui pouvait être un successeur à titre de roi, si c'est une personne, ou à titre de régent. Mais il déclarait que l'Espagne, d'accord avec sa tradition, se constituait en royaume, donc en monarchie. Cela même, en 1958, il y a eu, je crois que c'est en 58 ou en 57, il a institué le Parlement espagnol de Franco, a institué une loi de principe du mouvement national. Loi de fondement du royaume. Et là, je crois que c'est l'article 8 qui déclarait que l'Espagne était une monarchie catholique, sociale et représentative. Bon, ce n'est qu'à partir de 1947 que l'Espagne, donc, redevient sans roi, une monarchie. Bon. Il y avait déjà eu dans l'histoire d'Europe un précédent, en 1920, en Hongrie. Bon. Mais il y a une chose, que
le royaume de Hongrie du régime de l'amiral Horthy a été reconnu dans l'extérieur comme royaume de Hongrie. Mais le rétablissement du royaume d'Espagne, vu à l'extérieur, n'a été que reconnu comme royaume d'Espagne qu'à la mort de Franco, donc à l'avènement de son successeur, qui a été le roi Juan Carlos, roi Jean-Charles, je ne dis qu'après le nom. Mais ça a continué à figurer comme, au niveau pour l'étranger, comme l'État espagnol. En France, ça a été un peu différent, mais disons un peu copie de l'État espagnol de Franco. Parce que ce qui s'est passé, c'est que justement, c'est une coïncidence, les coïncidences sont un peu douteuses. En mars, la France, quand il y a la guerre d'Espagne, jusqu'à la fin presque de la guerre d'Espagne, maintient ses relations diplomatiques avec la République espagnole. Elle garde une certaine neutralité, très discutible, mais les sympathies du gouvernement, surtout à l'époque du gouvernement du Front populaire français, de M. Blum, étaient pour le Frente Popular espagnol. Mes parents même me racontaient qu'ils avaient un commerce à Reims, rue Cérès, au place de Cérès. Il y avait des manifestations presque tous les jours avec des points levés, et une dame habillée en République française et l'autre en République espagnole, qui se promenaient faisant des points levés, tous ces le final, en mars, le gouvernement de Deladier finalement reconnaît à Franco et son gouvernement comme le gouvernement légal de l'Espagne. Monsieur Bérard, qui était l'ambassadeur à Madrid, revient en France et on nomme comme ambassadeur de France, de la République française en Espagne. Encore le gouvernement se trouvait à Burgos, au maréchal Pétain. Le 2 mars 1939, le drapeau bicolore, donc celui de la monarchie que la junte de défense nationale avait rétabli en août 1936 comme l'officiel de l'Espagne, à eux, et placé de nouveau à l'ambassade de l'avenue Georges V à Paris et aussi du consulat général d'Espagne à Paris, le boulevard Malesherbes, numéro 165. Le général Marshal Pétain, connu du général Franco de l'époque du Maroc, présente les cartes de créance. Il est reçu avec une certaine froideur. Mais la froideur était plutôt pour marquer que la France
la France républicaine, la France Front populiste, était regardé un peu comme un ennemi du nouveau régime. Quand Pétain est rappelé quelques mois plus tard par Renault pour faire part du gouvernement français, il fait ses adieux à Franco. Paraît-il que Franco lui aurait dit « Vous y avez bien pensé, on ne va pas vous remercier de tout cela ». Un peu prophétique. Bon. Comme tout le monde sait, comme l'histoire raconte, au bout de quelque temps, Pétain remplace Renault et devient le président du Conseil des ministres. Il a été nommé officiellement par le président de la République, qui à l'époque était M. Albert Lebrun. Il demande l'armistice. Certains interprètent cet armistice comme une capitulation. Dans certaines façons, ça peut être comme ça. Mais mes parents me racontaient que tout le monde était pour cet armistice. Je dois vous dire la vérité. Chez nous, chez mes parents, ils sympathisaient avec Franco et avec Pétain. C'est là que c'est exact. Je ne dirais pas le contraire. Bon. L'armistice est signé et les chambres sont réunies pour donner les points de pouvoir au maréchal Pétain. Cela se passe au casino de Vichy, qui s'est constitué comme le Parlement français. C'est réuni le Sénat et la Chambre des députés, sauf 80 députés socialistes, c'est pas la majorité des socialistes, c'est une minorité, mais j'avais raison. La grande donne les pleins pouvoirs. Ces pleins pouvoirs font que le général de Maréchal Pétain peut constituer un État français sous la devise de travail, famille, patrie. État français. Le mot République française disparaît. Bon, oui, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que l'État français ne soit pas une république. Attention. Parce qu'il y a, cela, c'était considéré comme une chose provisoire, en plus. Et la légitimité devait être remise postérieurement de nouveau aux chambres. Les chambres qui se sont dissoutes, de fait, parce que immédiatement le lendemain, les chambres dissoutes et le poste, par une loi constitutionnelle du 11, du jour suivant au 10, du 11, du maréchal Pétain, déclare qu'il prend les fonctions de chef de l'État. Les fonctions de chef de l'État, donc la présidence de la République disparaît.
Mais c'est un peu mensonge dire que la République française a disparu. Elle est disparue, elle n'est pas disparue. Parce que dans un avant-projet qui n'a pas été promulgué au fait de la guerre, en 1944, je crois que c'est au mois de janvier, il présente un avant-projet d'une constitution, dont l'article 14 signalait que, en France, le chef de l'État a le titre de président de la République. Bien sûr, c'est une constitution qui n'a rien à voir avec la constitution qui n'a pas été promulguée par les vainqueurs, celle de la 4e République. Donc la 4e République de Pétain était tout à fait différente dans son imagination que celle que nous avons connue et de l'actuelle, qui est de la 5e République. Mais comme je vous dis, c'est une chose provisoire. Et on force. Je sais que vous allez dire, tes parents étaient pour ce monsieur, c'est logique, ça a influencé. Oui, effectivement, mais je dois dire une chose. Non plus toute ma famille n'était pas tous franquistes. Un cousin germain de ma grand-mère, de la mère de ma mère, ce monsieur, qui avait longtemps travaillé en France, qui avait un magasin à Chalon-sur-Marne, la rue d'Orfeuille, qui à l'époque du général Primo de Rivera a été adjoint au maire. À l'époque républicaine, il se trouvait de nouveau à Majorque, dans son village, et c'était le chef du parti des Izquierdes républicaines, chef local. Il était propriétaire de terrain, d'une propriété qui s'appelait Bigny. Il paraît qu'il s'était fait ami du gouverneur, qu'il y avait un monsieur qui était de Minorque qui s'appelait Carrel, parce que c'était le gouverneur civil, un peu, c'est l'équivalent du préfet en France, et il lui avait promis une route qui pourrait passer, cela, non. Ce monsieur était pour la République. Cela, même son fils a été du conseil municipal à l'époque du Front populaire. Ce n'étaient pas des gens exaltés, ni communards, ni rien, mais c'était des républicains. Et ils ont été, après avec Franco, un peu, disons, dérangés, mis un peu à l'écart. Bon, bien. Un autre parent de ma mère, un cousin germain à elle, se trouvait à Barcelone quand il y a eu la guerre civile. Il a dû combattre avec les républicains, plaise ou non. Bon. Quand la guerre est terminée, est finie, il passe en France, il reste dans un camp de concentration. Comme il savait le français, il a pu partir, et même il est venu chez mes parents, à Reims. Non, plein de poux. Vient la Deuxième Guerre mondiale, il revient en Espagne, immédiatement, il doit aller
un camp de concentration, parce qu'il n'avait pas combattu avec, avec Franco. Du côté de mon père, deux cousins germains à lui, qui avaient fait leur service déjà à l'époque républicaine, en 1933, tout ça. Mais ils se trouvaient à Nice, où déjà leurs parents à eux, elle, la mère, était une sœur de ma grand-mère paternelle, vient la guerre, bon, pour venir à Majorque. Bon, ils vont au consulat. Le consulat espagnol représentait la République espagnole. Le consul de leur vie, c'est une guerre civile. Si vous voulez aller en Espagne, je dois vous envoyer à Barcelone. Je ne peux pas vous envoyer au Baléares. Moi, de vous, je resterai ici. Non, je ne bougerai pas. Non, mais... Bon. Quand vient finir la guerre, il décide de venir. Il est en Espagne. Non. Mais, comme le général Franco considérait que cette guerre, c'était une guerre contre le bolchevisme russe, soviétique, hop, on vous envoie aussi à un camp de concentration. Voilà. Camp de concentration appelé Batallones de Trabajadores, bataillon de travailleurs, qui, lorsque les Allemands perdent, immédiatement, ça se convertit comme des soldats, normal et courants. Il y a eu un peu de tout, mais majoritairement, je dois vous dire, ce qui est bien mes parents, que d'autres, ils étaient plus pour Franco que pour le Front populaire. Je dois vous dire les choses telles comme elles sont. Mais il ne faut pas non plus mentir sur le reste. L'État, dans la mentalité de l'État français de Vichy, c'était un État provisoire. Que la République, que songeaient les pétainistes, tout ça, était naturellement différente de celle qu'il y a actuellement, c'était vrai. Comme aussi, l'État espagnol a été un État monarchique, mais la monarchie qu'envisageait Franco, effectivement, n'était ni celle du roi François, ni l'actuel. Bon. J'espère m'être expliqué plus ou moins correctement. Et, chers amis francophones, je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année, une meilleure année 2023 avec beaucoup de santé.